Bienvenue à l'épisode 16 de Sortir du moule. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un changement majeur dans le paysage québécois de la gestion des matières résiduelles. Éco-Entreprise Québec est devenu le nouveau gestionnaire officiel de la collecte sélective pour l'ensemble du territoire québécois. Ce virage structurel marque une nouvelle étape dans l'organisation de la récupération, du tri et de la valorisation des matières, en particulier des plastiques post-consommation. Il soulève des questions essentielles pour l'industrie. Quelles seront les nouvelles responsabilités des producteurs? Quels impacts pour les centres de tri et les municipalités? Mais surtout pour les entreprises de la plasturgie et leur écosystème. On explore tout cela dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Pour mieux comprendre cette nouvelle gouvernance de la collecte sélective au Québec, nous recevons aujourd'hui Normand Gadouri, vice-président Innovation et projets d'infrastructure chez Éco-Entreprise Québec. Avec lui, nous allons explorer les tenants et aboutissants de cette transition, son impact direct sur les matières plastiques et les changements attendus pour les entreprises manufacturières québécoises qui utilisent, produisent ou transforment des emballages. Nous verrons également comment cette réforme vise à améliorer la qualité des matières recyclées, à encourager l'éco-conception et à créer des conditions favorables à l'économie circulaire, tout en redéfinissant les rôles et responsabilités dans la chaîne de valeur. Bonjour Normand, merci beaucoup de te joindre à nous à Sortir du moule. Bonjour Simon, ça me fait très plaisir. Ben, le plaisir est pour nous. Puis écoute, on va commencer comme je le fais, puis je le dis à chaque épisode, le monde va être tanné, mais on va aller dans le vif du sujet en commençant. Éco-Entreprise Québec est maintenant responsable de la collecte sélective pour tout le Québec. Et dans ce cadre-là, quelles sont les principales transformations que cette prise en charge globale-là entraîne pour l'ensemble du système de gestion des matières recyclables? En fait, il y a beaucoup de transformations, puis beaucoup plus que ce qui est peut-être la partie visible. Au départ, si on se rappelle, dans le fond, la collecte sélective, là, on pourrait dire municipale, ben, les producteurs ont une responsabilité qui est strictement financière. Et c'est en fait les organismes municipaux qui sont les donneurs d'ordre pour la collecte, le transport, le tri. Puis, essentiellement, ça constitue le périmètre financier pour la collecte sélective, comme on a connu depuis 2005 au Québec là, jusqu'à maintenant. Et dans ce cadre-là, les producteurs, essentiellement, compensent les coûts nets de la collecte sélective, puis avec un an de décalage entre les dépenses engagées par les municipalités, puis le remboursement qui se fait à travers Recyc Québec. Là, quand on arrive dans une nouvelle approche qu'on appelle de responsabilité élargie des producteurs, puis là, il y a différentes variantes dans les programmes qui existent à travers le monde, mais dans le cas du Québec, on applique là, le principe qu'on appelle de REP complète, là, Full EPR. Et là, donc, les producteurs ont une responsabilité opérationnelle et financière du système. Donc, sur tout le système. Et donc, on ne se limite pas au périmètre financier décrit avant. Là, on va assurer aussi le périmètre financier là, qui inclut maintenant non seulement la collecte, le transport et le tri, mais aussi le conditionnement et la valorisation des matières. Ensuite, dans le contexte du Québec, ça c'est particulier à ce que nous, on a choisi de faire. On a continué la collaboration avec les municipalités qui gardent un peu la responsabilité du service de première ligne auprès des citoyens. Et essentiellement, nous, on devient aussi imputable au nom des producteurs de la performance du système, de la reddition de comptes et on doit s'assurer de valoriser ces matières-là au niveau local le plus possible. Il y a évidemment dans le règlement, il y a des considérations de traçabilité. On doit continuer à faire des efforts pour développer des nouveaux débouchés et on doit respecter la hiérarchie des 3 RVE tout en faisant notre reddition de compte au gouvernement. Puis dis-moi, au-delà des effets sur les citoyens et les municipalités, quels seront les impacts concrets pour l'industrie québécoise des plastiques, notamment en termes d'approvisionnement en matières recyclées? Ben, il y a un changement majeur en fait là, qui s'opère au plan de l'accès aux matières recyclées. Et
essentiellement, j'explique, là, c'est que EEQ s'assure, à travers son devis de contrat de collecte qui est fourni aux municipalités, d'établir un lien de propriété sur la matière récupérée en bordure de rue. On la considère alors comme réputée à l'abandon. Lorsque la matière est déchargée au centre de tri et pendant l'opération de tri, elle demeure donc la propriété de EEQ et les ballots et les matières triées en vrac des centres de tri sont commercialisés par EEQ. Donc la prise en charge se fait graduellement là, pour assurer une transition la plus fluide possible. On est en train de mettre en place l'équipe de commercialisation des EEQ, les systèmes d'information et la transition devrait se compléter d'ici la fin de l'année 2025. C'est donc à EEQ que les recycleurs doivent s'adresser pour leur approvisionnement en ballots de plastique post-consommation. OK. Donc, en plus de votre mandat de récupérer et gérer cette matière-là, vous devenez un peu comme le cessionnaire ou le concessionnaire là, qui possède la matière et qui, après ça, va s'occuper de la remettre en marché. Ben, c'est en fait le plus gros changement parce que c'est les mêmes camions de collecte essentiellement, pour la plupart les mêmes centres de tri qui trient essentiellement les mêmes matières, donc il n'y a pas eu tant de changement à ce niveau-là. Si ce n'est que c'est plus simple pour les citoyens, mais en termes de directives, là, mais il reste que le changement le plus important, c'est vraiment au niveau de la commercialisation de la matière. Qui pourrait être d'ailleurs un avantage parce que ça va donner un point de contact unique pour avoir de la matière ou pour distribuer de la matière. Donc, on a un interlocuteur au lieu de plusieurs ou nombreux interlocuteurs avec des méthodes différentes ou des offres différentes. Donc, ça centralise Ex- l'opportunité. Oui, oui. Puis on va tendre aussi à avoir je dirais une certaine standardisation dans les produits aussi, là. Donc, toutes les directives qui sont fournies au centre de tri ou les attentes qu'on place envers eux sont conformes là, d'un bout à l'autre du Québec. Justement, est-ce que la centralisation de la collecte sélective peut améliorer la qualité des plastiques recyclés disponibles pour l'industrie locale, puis même ainsi réduire la dépendance aux importations de résine recyclée? Ben, en fait, je dirais, puis je me prépare peut-être à une longue réponse, là. J'ai mieux prévenir les auditeurs. En fait, je pense que pour mieux comprendre les impacts sur l'industrie des plastiques, on pourrait faire un détour par un regard sur le règlement, en fait. Puis, pour mieux le comprendre, le règlement, il comporte trois mesures de performance avec des objectifs qui sont ambitieux, c'est parmi les plus ambitieux au monde, et qui sont chiffrés, puis on pourrait dire pénalisés en cas de non-atteinte. C'est quand même le cadre, là, les attentes du gouvernement ont été bien fixées dans le règlement, puis on a, nous, un peu la responsabilité de mettre en œuvre plein de moyens, là, des actions en respectant ce cahier des charges. Donc, la première mesure, c'est le taux de récupération. Et ça, on le comprend bien. Évidemment, tout ce qu'on ne récupère pas, c'est assez difficile à recycler. Puis, d'ici 2027, on a par exemple à atteindre 80% de taux de récupération pour le PET et le HDPE. On est quand même un peu en dessous de ça présentement, même si ce sont les matières ou les types de matières les mieux récupérés. On a atteint 75% pour les autres plastiques rigides. C'est très élevé, là. Pour le PP, ça va quand même un peu, mais pour le polystyrène, on est assez loin du compte. Et on a surtout atteint 50% pour les plastiques souples. On est plus proche de 20% actuellement. Donc, pour, en fait, pour être capable de faire ça, nous, on s'est dit, ben, il va falloir qu'on rende ça plus accessible, plus facile pour les citoyens. Donc, on a simplifié le message. Les citoyens auront pu retourner un pot pour voir est-ce que c'est numéro 1. Bon, ils vont pouvoir. C'est un contenant, c'est un emballage, c'est en plastique, on le met au bac. Les seules exceptions pour les plastiques, évidemment, il y a le polystyrène expansé.
Ça comportait des enjeux tant au niveau du transport, après ça au niveau du tri, ça s'effrite. Alors on a choisi de le récupérer par le biais des écocentres. Puis on a aussi dit que les emballages ou les faits de plastique biodégradable ou compostable qui ne sont pas compatibles avec les filières de recyclage, ça devrait aller au rejet. La deuxième mesure, c'est le taux de valorisation. Ça, c'est en fait, on est habitué d'avoir des mesures quand on avait les rapports de Recyc Québec, on disait le taux de recyclage. On appelle ça le taux de valorisation. Puis essentiellement, la grosse différence, c'est que on mesure toujours ça à la sortie du centre de tri, mais on doit exclure la contamination. Donc ça, c'est nouveau. Puis ça va être difficile à se comparer avec d'autres juridictions qui comptent le poids du ballot. Nous, ça va être le poids du ballot moins la portion de contamination, évidemment, qu'on va déterminer avec une caractérisation. En termes concrets, l'objectif de 2027 qui est imposé par le règlement, c'est de capter le plus de matière visée dans les centres de tri et donc de favoriser ce qu'on appelle le taux de captage. Ce taux de captage, en plus du taux de pureté qu'on associe à la qualité des ballots, ça fait partie des obligations contractuelles qui sont définies dans les contrats entre le EEQ et les centres de tri du Québec. On a aussi consenti à travers ces négociations-là des investissements importants pour favoriser le taux de captage dans les centres de tri existants, puis aussi, évidemment, encore plus dans le nouveau centre de tri de Montréal-Est. Et ça, c'était pour augmenter le taux de captage, puis se rapprocher de l'objectif qui est fixé par le règlement. Ce qu'on doit noter aussi, c'est que la définition du taux de valorisation est appelée à changer en 2030. Ça, c'est une portion méconnue du règlement, mais qui a énormément d'impact. En fait, le point de mesure va se déplacer entre le conditionnement et le recyclage en 2030. Okay. Alors, on peut comprendre que le rendement d'un procédé de recyclage en fait, souvent le conditionnement et le recyclage sont très proches l'une de l'autre. Le lavage, le tri, le déchiquetage et tout ça se fait dans le conditionnement. Puis évidemment, quand on fait le lavage, on enlève des portions qui ne sont pas conformes à ce qu'on souhaite extruder. Alors, il va y avoir nécessairement des pertes, mais on doit les minimiser. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va être affecté dans les résultats, dans notre reddition de compte, puis dans l'atteinte de l'objectif. On va être pénalisé par tout ce qui est contamination. Donc, on va devoir rehausser la qualité des ballots, mais aussi par tout ce qui est le déficit de recyclabilité. Donc, on doit aussi, d'ici 2030, puis au-delà, parce qu'il y a les niveaux d'atteinte, les seuils des objectifs sont toujours rehaussés dans le temps. On doit travailler de plus en plus avec les recycleurs pour valoriser leur propre rejet, parce qu'il va falloir ramener ces quantités-là dans nos résultats pour les rendre les plus élevés possibles. Puis, évidemment, on va devoir travailler avec les producteurs pour réduire le déficit de recyclabilité des contenants et emballages. Quant à l'obligation de valorisation locale, ça c'est aussi unique au Québec, là, dans les réglementations, je dirais, à l'échelle internationale. Ça devient un peu notre troisième mesure, mais comme on l'a vu, comme on a une qui se déplace de 2027 à 2030, c'est comme si on en avait quatre, parce qu'on ne va pas arrêter de faire de la caractérisation puis des pesées à la sortie des centres de tri. Donc c'est comme si en 2030, on devient avec 4 points de mesure de reddition de compte. Il y a des contraintes supplémentaires, effectivement, qui ça va graduellement s'implanter. Ça complique la chose. Effectivement. Donc, évidemment, la valorisation locale, c'est une obligation qui se rajoute, mais qu'on aurait fait de toute façon. Puis on n'attendra pas 2030 pour renforcer les liens avec les recycleurs locaux. On veut évidemment, dans le contexte actuel, réduire les chaînes logistiques, là, en fait, raccourcir les chaînes logistiques. Puis on veut réduire notre dépendance aux échanges
frontaliers ou transfrontaux, non, plutôt transfrontaliers. Puis je pense que c'est une bonne façon essentiellement de renforcer le geste de récupération du citoyen en lui montrant le résultat chez un recycleur local. Évidemment, il y a un lien, on pourrait dire émotif, plus fort qui va se créer. Je dirais que la centralisation dont tu parlais dans ta question, ça fait déjà longtemps, mais Ouais, ça va y on revenir. recule un petit peu. La question précédente. C'est ça. Ben, ça va avoir deux effets très positifs pour les plastiques, puis surtout les ballots de plastique mélangés. Euh, Comme il n'est pas économique d'équiper 20 centres de tri avec des équipements de tri additionnels, puis avec l'espace que ça prend aussi pour les réserves, puis l'espace sur le plancher d'expédition, on va devoir, on pourrait dire, concentrer l'enjeu, le problème, là, ou si on veut, ou le défi opérationnel, puis de faire un surtri de ces ballots-là dans une opération spécialisée, ce qu'on on appelle à certains moments un PERF, là, un Plastic Recycling Facility. Euh, et euh, et donc, ces centres de surtri vont pouvoir être équipés avec les équipements à la fine pointe, puis on va pouvoir avoir la quantité suffisante de chacun des types de plastique pour justifier l'investissement. Puis aussi, c'est que on va pouvoir mieux s'attaquer aux matières problématiques, comme par exemple les plastiques souples, qui est une problématique mondiale qui est encore non résolue. Puis comment c'est qu'en ayant les leviers de la propriété de la matière, ben on va pouvoir mettre en place des conditions d'approvisionnement, notamment sur la durée et sur les conditions les coûts, pour permettre un retour sur l'investissement pour l'opération de surtri. Ça, c'est important parce que c'est souvent un des enjeux, c'est la rentabilité. Puis, il faut justement optimiser ça. Vraiment un facteur important. Puis, c'est bien de l'avoir adressé dans C'est cette ça. mesure-là. Les différents paramètres, ben c'est ça. C'est la durée, le prix, puis les quantités. On sait que plus on va avoir de quantité, plus on va avoir une économie d'échelle, puis on va pouvoir aussi réduire les coûts à la tonne. Et quels seront les principaux défis pour les manufacturiers québécois de la plasturgie, là, donc ceux qui vont faire la mise en forme ou qui s'approvisionnent justement de matières recyclées pour fabriquer des nouveaux produits? Comment ça va les affecter dans cette nouvelle gestion-là en matière d'adaptation aux nouvelles exigences de recyclabilité et d'intégration de contenu recyclé? Donc, on pense à l'utilisateur final, là, c'est ceux qui font la mise en marché qui vont devoir s'adapter, mais aussi ceux qui doivent intégrer du contenu recyclé, puis il faut être capable de valoriser cette matière-là. Donc, c'est quoi les principaux défis qui pointent à l'horizon? Ben, en fait, les deux grands défis, tu les as nommés dans ta question, c'est essentiellement, il y a la recyclabilité elle-même, puis l'intégration du contenu recyclé. Donc, au niveau de la recyclabilité, le défi qui doit prendre en compte, en fait, le comportement de chaque type de contenant et d'emballage dans l'ensemble du système, c'est majeur. Ça implique une collaboration entre l'ensemble des participants de la chaîne de valeur. Et évidemment, EEQ, on doit y jouer un rôle de concertation important en travaillant en amont avec les producteurs sur l'éco-conception et la recyclabilité des contenants et emballages. Puis évidemment en aval avec un peu ce qu'on a décrit précédemment là, au niveau des exigences, au niveau du tri, du surtri, puis avec les recycleurs. Euh, je dirais que ce qu'on a décidé de faire, parce que changer des emballages, ça se fait pas ça prend au moins 1 an, 2 ans, changer des Ouais. emballages. Et quand on regarde ça, ça veut dire que pour être prêt pour 2030, ben, il faut commencer le plus tôt possible. Donc, on a déjà commencé, nous, à travailler là-dessus. Évidemment, on a une équipe formidable là, qui travaille là-dessus depuis plus d'une douzaine d'années. Puis ça, c'est unique en Amérique du Nord. Et on a commencé en recensant tout ce qui a été fait à l'échelle internationale comme guide sur la recyclabilité. On s'est assuré que ça soit bien adapté au contexte québécois. Puis on a
émis des lignes directrices de recyclabilité. Et donc, c'est une façon d'informer ceux qui font la conception d'emballage sur comment ça se comporte s'ils font certains choix et comment guider en fait les meilleurs choix pour s'assurer que les emballages soient recyclables dans le système. On a aussi des mesures d'éco-modulation. Ça, on le fait depuis longtemps, puis on va devoir accentuer ça pour intégrer dans la tarification, ce qu'on appelle maintenant dans le nouveau système, on a un nouveau jargon aussi, parce qu'on innove aussi dans la façon d'appeler les choses. Ouais. On appelle ça maintenant une participation financière des producteurs, évidemment pour distinguer l'ancien régime là, de compensation qu'on appelait, là, puis où on parlait de tarifs. Maintenant, on parle de PFP ou de participation financière des producteurs. Pour ce qu'on veut faire de plus en plus, c'est d'intégrer des mesures d'éco-modulation pour encourager la recyclabilité des contenants et emballages, mais on veut aussi éliminer des éléments défavorables. On a d'ailleurs été les premiers à introduire un malus sur le PVC. Parce que le PVC, c'est une matière qui a des propriétés très intéressantes, mais quand on regarde à l'échelle du recycleur, ben, il n'y a personne qui en veut parce que c'est vraiment préjudiciable pour n'importe quel procédé, qu'il soit mécanique ou chimique. Pour ce qui est de l'intégration du contenu recyclé, ben, c'est des projets spécifiques, hein. Chaque application a ses contraintes techniques, ses spécifications, ses contraintes économiques. Donc, il faut établir des liens à chaque fois entre un utilisateur potentiel puis la matière qui est disponible. Et ça, ben, on s'apprête à jouer un rôle de plus en plus dans cet accompagnement-là. Ça, c'est nouveau, encore une fois, pour nous. Puis mon équipe d'innovation va jouer ce rôle-là. Puis on a justement procédé à une embauche récemment pour être capable d'accompagner les producteurs là-dessus. Ben, c'est bien parce que de les accompagner, je pense que c'est un outil essentiel dans tous ces changements-là. Même si les gens étaient habitués déjà à travailler avec des matières recyclées, puis que les règles sont quand même logiques, d'être accompagné parce que ça demande quand même des démarches. Je pense que c'est un très bon outil que vous mettez en place avec ça. On avait aussi déjà commencé à le faire à travers le groupe d'action plastique circulaire puis certains projets. Donc, on regardait justement ce qui se passait sur toute la chaîne puis de travailler sur le développement des débouchés où essentiellement on travaillait, et c'est à l'origine du GAPC, là, avec des partenaires qui cherchaient à augmenter la disponibilité de ces résines-là pour eux, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème, qui ont dit, ben, on va joindre nos forces ensemble pour être capable de mettre en place ou favoriser le développement des conditions les plus propices pour augmenter la qualité et la disponibilité des résines. Et justement, on parlait d'enjeux, on parlait de contraintes, de défis. Est-ce qu'il y a des gains qu'on peut identifier que cette réforme va pouvoir générer pour les transformateurs et les recycleurs de plastique au Québec? Est-ce que ça peut favoriser justement une plus grande circularité des plastiques dans l'économie locale? Ben oui, puis je veux dire, je pourrais dire à la boutade, on est forcé de le faire, mais Oui, c'est sûrement, vous ne direz pas certain non. c'est c'est certain que oui, il va y avoir des gains, puis la beauté de la chose, c'est qu'on va pouvoir le mesurer comme jamais auparavant avec les exigences de traçabilité. Mais je l'ai mentionné précédemment, il va y avoir plus de matières récupérées qui auparavant se retrouvaient à la poubelle. Et avec la réforme, on dispose maintenant de leviers pour mettre en place des conditions propices pour stimuler des investissements dans les centres de tri, au niveau du surtri. En fait, ça, le surtri, c'est des capacités qui n'existaient pas ou pas suffisamment en tout cas, et auprès des conditionneurs et recycleurs pour rendre disponible plus de matière et de meilleure qualité pour les utilisateurs de résine plastique recyclée. Puis aussi, ben en fait, je dirais quand je dis on n'a pas le choix, c'est aussi le choix qu'on a fait, notre raison d'être là, qu'on s'est donné chez EQ, ben c'est, on dit de la collecte sélective à l'économie circulaire.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est qu'avant, essentiellement, on faisait, en fait, on allait chercher des matières parmi les contenants et emballages pour lesquels il y avait déjà des marchés. Ben, maintenant, nous, notre obligation, c'est pour tout ce qui est visé, tout ce qui est contenant et emballage. Puis, on a l'obligation de développer des débouchés, donc rendre plus circulaire l'ensemble des matières. Puis, les matières plastiques, même si c'est pas un pourcentage, c'est pas le pourcentage le plus élevé de matière là, quand on regarde en poids, mais quand on considère que ce sont des matières qui sont beaucoup plus légères, la plus faible densité, ça prend beaucoup de place dans les camions, dans les centres de tri, et donc c'est une quantité, c'est une proportion importante des contenants et emballages qui sont dans l'industrie et dont on est responsable. Écoute, on parle justement de différents types de plastique qui vont être récupérés, où on va avoir beaucoup moins de plastique rejeté. Il reste un enjeu souvent qui est un frein pour les conditionneurs de matière plastique, c'est les plastiques souillés et un enjeu justement de nettoyage ou de disponibilité de plastique non souillé. Est-ce que vous adressez dans cette réforme-là justement cet enjeu de souillure des matières? Ben, c'est un peu délicat parce qu'on veut, d'une part, comme je le mentionnais, augmenter le taux de récupération. Donc, pour ça, on veut rendre le geste le plus simple possible pour les citoyens. Mais d'un autre côté, on est très conscient. J'ai mentionné aussi qu'on doit réduire la portion de contamination, puis Oui. tout ça, ça se traduira pas, je veux dire, du liquide qui reste dans une bouteille ou de la soupe dans un sachet autoportant. Ben, il va se retrouver à être euh, payé, si on veut, là, par un conditionneur recyclable, puis ça, c'est pas de la matière qui va pouvoir se traduire dans un rendement pour son procédé à la sortie. Donc, euh, c'est un enjeu. Il va falloir qu'on communique mieux, je pense, avec les citoyens sur l'impact de ça. Alors, c'est toujours le difficile équilibre entre avoir un message simple, percutant, qui est facilement compréhensible par tout le monde, puis qui puisse être mis à exécution, puis il va pas venir réduire les quantités de plastique qu'on cherche. Donc, on va devoir, oui, dire que ça se recycle pas, là, le contenu, la soupe ou le jus qui est... Un pot de beurre de pinot Non, à moitié vide, là. non. Mais on préfère avoir un pot de beurre de pinot qui contient un peu de beurre d'arachide dedans, mais puis avoir À gérer la matière que de ne pas avoir le pot du tout et de c'est mettre à ça. l'ordure. OK. Alors oui, on va devoir bien communiquer cet aspect-là. C'est mieux de le faire, que ce soit nettoyé le plus possible, que les contenants soient vidés. On va avoir le même enjeu aussi, évidemment, avec d'autres types, là, pas juste le plastique, mais des bonbonnes aérosols, par exemple. Là, Oui. il va falloir s'assurer qu'ils soient vidés. Euh, mais c'est quelque chose qui est, je dirais, affecte l'industrie depuis quand même longtemps. Au moins, je dirais, la possibilité qu'on a, c'est de faire un ajustement pour la non-qualité. Puis que le recycleur qui va se retrouver avec de la matière souillée, ben, n'est pas à être pénalisé. Puis on l'a vu dans le passé, ça a pu même mettre en péril certains projets. Oui, absolument. Nous, si on le mesure correctement, puis on amène les correctifs au niveau des coûts et tout ça, ben, au moins on va être capable de je dirais, de se prémunir contre des effets collatéraux qui seraient dévastateurs pour les recycleurs. Évidemment, quant aux citoyens, il va falloir leur dire, dans la mesure du possible, d'agir là-dessus. Il y a de la Euh, sensibilisation, c'est ça qu'il va c'est devoir ça. faire. Ça fait partie d'un mandat qui est très large qu'on a, qui avant était imparti à Recyc Québec. Maintenant, ben, c'est vraiment notre responsabilité. Puis les messages, on va vouloir les rendre cohérents aussi à l'échelle du Québec. Que ce soit donc ce ne sera pas un message différent selon la ville où on demeure, ça va être uniformisé. Puis vous allez voir beaucoup de campagnes à travers notre marque citoyenne qui s'appelle Back Impact. Ah ben génial, ça va être rien de mieux pour favoriser un recyclage efficient et efficace. En terminant, on a parlé à différents niveaux là, de l'implication que
Éco-entreprise Québec a dans les démarches là, pour inciter l'innovation dans la conception des emballages, des produits plastiques. Si on veut faire un tour d'horizon, là, juste un récapitulatif pour les transformateurs, les utilisateurs de matières recyclées, quels sont les incitatifs ou les services que vous pouvez offrir aux entreprises pour les aider à mieux développer l'utilisation de plastique recyclé? Ben, je dois dire d'abord, on représente les producteurs, puis on a un rôle de fiduciaire, donc on doit s'assurer d'utiliser au meilleur escient les fonds qui nous sont consentis ou confiés année après année. On n'est pas un organisme subventionnaire, donc on va quand même compter sur l'apport du gouvernement, de Recyc Québec ou d'autres programmes là, pour venir appuyer des projets. Nous, en fait, le levier dont on dispose, c'est en étant propriétaire de la matière, c'est d'être capable de faire un contrat d'approvisionnement. Puis on n'est pas, je dirais, assujetti aux plus bas soumissionnaires. On va agir de façon très conforme, avec rigueur et tout ça, mais on n'a pas à prendre le plus bas soumissionnaire. Puis, alors, on est capable de faire des ententes de gré à gré avec des recycleurs. On peut s'entendre pour avoir une durée suffisante, des conditions propices pour faire l'investissement et donc travailler en partenariat pour rendre un projet finançable, bankable. Viable. Donc, tant auprès des financiers, que ce soit en équité, en prêt ou les organismes subventionnaires aussi, c'est que essentiellement, un projet qu'on choisit d'approvisionner, évidemment, ça augmente très fortement ses chances de succès, ça réduit les risques. Et donc, nous, on pense que en ayant ces leviers-là, ça va permettre à certains projets d'être dérisqués. Là. Ça, je pense que c'est une expression française, mais on la comprend. Française et non française, mais qui dit ce que ça a à dire. C'est ça. Et comme on a une responsabilité qui est très large, ben oui, ça va nécessiter de l'innovation, on va devoir sûrement tester et mettre à l'échelle rapidement des technologies ou des procédés qui n'ont peut-être même jamais été réalisés ailleurs dans le monde parce qu'on a la réglementation probablement la plus ambitieuse au monde. On a des délais très serrés pour arriver à atteindre des objectifs. Puis comme je l'ai mentionné précédemment, ben, on a plusieurs seuils de performance à respecter, puis ça s'additionne au niveau des pénalités. Donc, si on n'atteint pas un taux de récupération, évidemment, on n'a pas grand chance si on n'a pas la matière pour être capable d'atteindre le taux de valorisation, mais les pénalités s'additionnent. Donc, on a, je dirais, agir en innovant pour atteindre ces objectifs-là. Et évidemment, en utilisant les leviers que j'ai décrits pour favoriser les investissements, tant au niveau des centres de tri, du surtri que chez les recycleurs. Merci beaucoup, Normand. Vraiment instructif comme conversation et très instructif. J'espère que les gens en ont appris beaucoup. Puis ça a démystifié un peu cette nouvelle approche de collecte sélective. J'espère qu'on aura aussi l'occasion peut-être de faire un retour dans quelques mois pour voir comment ça se passe, puis avoir des bonnes nouvelles à annoncer. Excellent. Ben, je te remercie beaucoup, Simon. Puis merci à tous les auditeurs de sortir du moule. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. C'était M. Normand Gadoury, vice-président Innovation et projets d'infrastructure pour Éco-entreprise Québec. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymèrequebec.com.